Star 21 TV toujours pour vous servir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Donc voici le sommaire. Les avocats des opposants détenus à la maison centrale de Conakry ont été une nouvelle fois empêchés de rencontrer leurs clients ce mardi 2 mars 2021. Vous les entendrez en ce début de journal. Et puis, après l'arrestation samedi dernier du journaliste sportif et historien Amadou Djoulde Diallo est détenu à la maison centrale de Conakry ce mardi 2 mars, le président de l'association guinéenne de la presse indépendante s'est également prononcé sur le sujet. Les échos, c'est dans cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, des avocats des détenus accompagnés d'huissiers de justice ont été empêchés ce mardi 2 mars d'entrer à la maison centrale de Conakry. Ils n'ont pas pu rendre visite à leurs clients détenus à la maison centrale. Alpha Oumar Diallo. C'est aux environs de 10 heures. Ce mardi, des avocats et huissiers sont devant l'entrée de la maison centrale de Conakry dans le but de rencontrer les détenus politiques. Ils sont bloqués. Après de longues négociations, l'accès leur a été refusé. Une situation que dénonce cet avocat. Aucun motif ne nous a été signalé. Nous sommes ici à la maison centrale. Il y a un régisseur qui est au courant de notre présence ici. Heureusement pour nous, le directeur aussi de l'administration pénitentiaire est à l'intérieur. Il est passé devant nous ici pour entrer. Donc, nous sommes là, ils savent que nous sommes là, mais ils ne nous ont pas permis d'accéder à nos clients. C'est tout ce que l'on peut constater. Nous avons appris à travers les membres de leur famille qu'il y a eu un durcissement de leurs conditions de détention. Ils persistent et signent qu'ils ne se sont pas retirés de la procédure, mais juste suspendus toute participation à leur interrogatoire. Nous restons et demeurons avocats de nos clients qui sont incarcérés ici à la maison centrale. Nous avons simplement suspendu notre participation à la procédure, à l'interrogatoire de nos clients devant les juges d'instruction, puisque nous avons constaté qu'un certain nombre de règles qui sont pertinentes du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées. Et c'est des règles qui normalement protègent les droits fondamentaux de tout être humain, de tout Guinéen. C'est la deuxième fois que les défenseurs des détenus politiques se voient refuser l'accès à la maison centrale de Coronti. Depuis quelques mois, des cadres et militants du parti UFDZ et des activistes du FNDC sont détenus dans cette prison. Au moins 4 sont décédés en détention préventive et d'autres sont aujourd'hui malades. Leurs conditions d'emprisonnement ont été durcies suite à la suspension de la participation de leurs défenseurs à la procédure. Les réactions des associations de presse sont molles suite à l'emprisonnement d'Amadou Djoulde Diallo, journaliste sportif et historien. Ce mardi 2 mars, le président de l'association guinéenne de la presse indépendante s'est longuement exprimé sur ce dossier. Il évoque un cas très sensible. Kadia Toubari. D'habitude, quand un journaliste est interpellé ou emprisonné en Guinée, les associations professionnelles des médias sont promptes à réagir. Ça n'a pas été le cas avec Amadou Djoulde Diallo. Moussa Ibn Konté explique la sensibilité de cette affaire. Amadou Djoulde Diallo a changé de statut, il faut le rappeler ici. Il n'est plus un journaliste. C'est un conseiller chargé de la communication. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un journaliste qu'on a interpellé. Je refuse d'user de la langue de bois, je n'aime pas mentir. Ce n'est pas un journaliste qui a été interpellé, mais là où on doit mettre l'accent, c'est parce qu'il a été interpellé. Ce qu'on lui reproche, c'est un délit qui a été commis par voie de presse. Et on voudrait que la loi sur la liberté de la presse s'applique. La loi organique L002 du 22 juin 2010 qui doit s'appliquer. Et comme il s'agit du président de la République qui est mis en cause dans la communication de notre confrère, la loi voudrait que le procureur de la République s'auto-saisit et que la personne mise en cause soit mise en détention préventive. Ce journaliste appelle les professionnels des médias à leur responsabilité sociale dans la production des émissions. Je demanderais aux journalistes de faire beaucoup attention quand il s'agit des sujets très très sensibles qui pourraient porter atteinte à l'équilibre social dans ce contexte actuel qui est un contexte très fragile en matière de cohabitation pacifique entre les communautés. Il faudrait que les journalistes animateurs des émissions interactives et d'autres émissions fassent beaucoup attention.
Parce que si chaque fois vos invités viennent vous voir et qu'au terme de chaque émission, ils sont interpellés, mis sous mandat de dépôt, vous n'aurez plus d'invités dorénavant. Il faudrait que les animateurs de ces émissions soient rigoureux. Amadou Djoulde Diallo a été arrêté le samedi 28 février, déféré le 1er mars devant le TPI de Dixine. Il a été placé sous mandat de dépôt pour une détention préventive à la maison centrale de Koronti. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État, un délit dépénalisé en Guinée. L'ONG Action Mine Guinée a initié ce mardi 2 mars un forum des communautés des zones minières de Guinée en vue d'améliorer la gouvernance dans ce secteur. La rencontre vise à faire en sorte que les populations bénéficient des retombées de l'exploitation minière. C'est un public reportage signé Mohamed Traoré et Moustapha Diani. La Guinée est aujourd'hui le deuxième pays producteur de la bauxite dans le monde. Mais cela ne semble pas avoir un impact positif sur les populations qui continuent à croupir dans la pauvreté. L'ONG Action Mine veut inverser ce paradigme à travers un forum des communautés riveraines des zones minières de Guinée. Le directeur exécutif de cette ONG en parle. Aujourd'hui, c'est le début de la 3e édition du FOCOMINE. Le FOCOMINE, c'est la plateforme d'échange et de discussion entre les acteurs évoluant dans le secteur minier, notamment l'État à travers le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère de l'Environnement, mais aussi la société civile et les sociétés minières, sans oublier les communautés et les élus locaux qui ont effectué les déplacements. Donc ce forum, c'est un forum où nous allons diagnostiquer les défis de la gouvernance. Nous allons proposer des recommandations allant dans le sens d'améliorer les réformes en cours dans le pays et à travers bien sûr des actions concrètes et des planifications beaucoup plus précises. Conscient des impacts des exploitations minières sur les communautés environnantes, Honorable Mamadou Bataouel Kamara rappelle l'importance d'une telle rencontre. C'est un très bon séminaire qui va permettre aux collectivités que nous représentons de dégager la situation dans nos collectivités sur le plan environnemental surtout et expliquer aussi les avantages que nous avons à travers les deux instruments de financement, ANAFIC et FODEL. Donc c'est un retrouvaille de beaucoup de collectivités, du ministère des Mines et de la Géologie, de la société civile et d'autres ONG pour voir réellement par rapport à ces exploitations minières quels sont les impacts sur nos communautés et quels sont les avantages que nous pouvons avoir à travers ces entreprises dans les relations de bonne collaboration entre les communautés et ces entreprises qui travaillent dans nos localités. L'objectif principal de ce forum est de réunir les parties prenantes pour un partage des bonnes pratiques en vue d'identifier les pistes de plaidoyer. Le gouvernement et les sociétés qui exploitent ces mines devraient s'en servir afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens de ces zones. Dans une tribune, une soixantaine de personnalités du monde, dont le coordinateur du FNDC, ont demandé la levée du brevet sur les vaccins anti-Covid-19. Ce mardi 2 mars, le responsable de la communication du Front a donné les raisons de leur coordination à cet appel. Oumar Kondi. Dans cette tribune, ces personnalités dénoncent la mauvaise gestion des vaccins anti-Covid. Ils mettent l'accent sur ce qu'ils qualifient d'un fonds de commerce pour les entreprises privées qui, en vendant très cher, ces produits vitaux pour l'humanité. Ce membre du Front national pour la défense de la Constitution, dont le coordinateur fait partie des signataires, en parle. Le FNDC est une organisation citoyenne aussi qui parle au nom des citoyens. C'est pourquoi, bien évidemment, que le coordinateur du FNDC fait partie de ces personnalités qui ont signé cette tribune pour que soit levé le brevet sur les vaccins du Covid. Parce que ces signataires de cette tribune estiment que, et ce qui est d'ailleurs vrai, qu'aujourd'hui c'est toute l'humanité qui a contribué pour la recherche de ces différents vaccins qui ont été obtenus. Donc aujourd'hui, ces vaccins ne doivent pas être une propriété des firmes pharmaceutiques qui font du lobbying aujourd'hui, qui sont en train d'avoir des milliards sur le dos de l'humanité, alors que c'est l'humanité tout entière qui a financé pour l'obtention de ces vaccins. Les éditeurs demandent la levée du brevet sur les vaccins et les futurs traitements contre la pandémie.
Ils estiment que l'argent ne doit pas freiner la santé mondiale. Les personnes, comme ils l'ont dit dans la tribune, qui sont plus affectées par cette pandémie de Covid, c'est ceux aussi qui sont les plus vulnérables, c'est les personnes les plus pauvres. Et ces personnes les plus pauvres font partie aussi de ceux de l'humanité et de facto de ceux qui ont participé au financement pour l'obtention de ces vaccins. Je pense que le monde doit se réinventer et le monde doit être plus humain et que le monde doit savoir qu'on doit mettre l'humain d'abord en avant de mettre des intérêts catégoriels au-dessus des intérêts de l'humanité. Face à cette crise sanitaire liée à la Covid-19, les auteurs de la tribune pensent que l'humanité doit construire à l'échelle mondiale une société d'entraide. D'ailleurs, ils considèrent les vaccins et les traitements anti-Covid comme un bien commun. L'état d'urgence prolongé pour 3 autres mois commence à affecter plusieurs secteurs. Celui de l'éducation n'est pas en marge. Nous nous sommes rendus ce mardi 2 mars dans l'une des écoles de la place pour un constat. Angéline Guilavogui et Ibrahima Khalil-Silla. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le secteur éducatif était le plus difficile à gérer. Des milliers de personnes se retrouvent dans les différents établissements pour étudier. Mais cette fois-ci, le respect des gestes barrières est suivi à la lettre. Une fois qu'on rentre dans la cour de l'école, on lave la main avant de rentrer. Et une fois encore on sort, on lave encore les mains. Pour respecter des mesures barrières, il faut que l'État encore vienne au secours. Ils vont nous aider pour respecter les mesures barrières. Tu n'es pas dit à un ami de respecter que tu n'as pas de bavette. Mais une fois qu'il a la bavette, tu le dis de mettre, il peut respecter. On a donné encore eau de Javel. Là, à chaque fois, on leur dit de laver les mains. Ils lavent les mains sans problème. Je peux dire au lycée ici, il n'y a pas d'abord de problème. On respecte les mesures barrières. Ce responsable indique quelques précautions à prendre pour éviter la propagation de la Covid-19. Bien, l'éradication de cette maladie n'est pas aussi difficile. Il s'agit de respecter les mesures barrières. Nous savons que le climat a une très grande influence. La recrudescence de notre pays aujourd'hui est liée à cette fraîcheur-là. Mais si les mesures barrières sont respectées à tous les niveaux, on se protège soi-même et on protège ses proches, on protège aussi tous ceux-là qui tournent autour de ce bout. C'est pourquoi dans les établissements, il est normal que chaque autorité prenne des dispositions rigoureuses parce que les enfants viennent de plusieurs horizons. Donc pour ça, là, il faut savoir gérer la situation, les faire respecter les mesures barrières. Actuellement, la Guinée fait face à 2 maladies que sont la pandémie de Covid-19 et l'épidémie d'Ebola, ce qui a poussé le gouvernement à durcir le ton sur le respect des mesures. Autre actualité, la commission rogatoire chargée de l'enquête sur l'affaire de détournement de plusieurs quantités de cocaïne a présenté le contenu de sa première enquête ce lundi 1er mars à la DPJ. Au total, 29 personnes ont été interpellées et entendues, dont 8 ont été déférées à la maison centrale, parmi lesquelles il y a un gendarme, 3 policiers et 2 civils. Suivez la réaction du porte-parole de la dite commission au micro de Sayon Kama. Cette quantité que vous voyez, tout à fait en bas, c'est des fausses plaquettes. Des fausses plaquettes issues de substitution. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la vraie drogue et remettre un autre produit. Une grande erreur. Il fallait aussitôt, dès lors où l'enquête était ouverte, il fallait arrêter ceux qui ont ramené les sacs. C'est l'une des grandes erreurs qui a été commise. Mais je n'ai pas à apprécier. Alors, ce que je demande aux uns et aux autres, la commission d'enquête continue son travail. Mes prédécesseurs l'ont dit. Nous avons entendu près de 28 personnes. La brochure que j'ai en main est un recueil de la procédure, que nous avons appelée la première partie de la procédure de la commission rogatoire, puisqu'on a encore des personnes à interpeller.
Hors de nos frontières au Tchad, l'opposant Saleh Kebzabo a annoncé lundi 1er mars son retrait à la présidentielle du 11 avril prochain. Une décision prise suite aux violents affrontements qui se sont déroulés au domicile du candidat Yaya Dillo. Elle est consécutive également au refus du gouvernement de lui rembourser ses frais de campagne lors de la précédente élection. Mamadou Binta Diallo pour le commentaire. La situation politique s'écorce au Tchad. D'Idriss Déby Itno, l'opposant Saleh Kebzabo a annoncé le retrait de sa candidature à la présidentielle du 11 avril 2021. Il dénonce une militarisation évidente du climat politique. Suite aux affrontements qui se sont déroulés au domicile du candidat Yaya Dillo, Kebzabo a aussi dénoncé il y a quelques jours le refus du gouvernement de lui rembourser ses frais de campagne lors de la précédente élection. À cette situation s'ajoutent des violences au domicile d'un candidat Yaya Dillo, l'élément de trop qui incite au retrait de la candidature de ce farouche opposant au régime du maréchal Déby. Dans un entretien accordé à nos confrères du RFI, Saleh a dénoncé les actes horribles et barbares qui se sont passés chez l'opposant Dillo. L'armée a débarqué chez notre collègue, candidat à la présidentielle, pour avoir commis le crime de lèse-majesté d'être candidat. Et on a tué sa mère, c'est inadmissible, regrette-t-il. Selon Saleh Kebzabo, en 25 années d'élection au Tchad, on n'a jamais connu un incident d'une telle gravité. Il estime que cette affaire est par ailleurs le signe patent que le pays va à une fausse élection. Quant à l'opposant Yaya Dillo, après la mort de sa mère et de son neveu, lors des affrontements survenus à son domicile, des amis auraient réussi à l'exfiltrer. De chez lui, il reste pour le moment introuvable. Toujours sur le continent, dans un naufrage au large de la côte ouest de la Libye, près d'une centaine de migrants secourus et une vingtaine noyés pendant le sauvetage ce lundi 1er mars 2021. Parmi eux, la plupart sont originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali. C'est un commentaire de Yaya Bari. Ces migrants voulaient rejoindre l'Europe quand leur embarcation a chaviré au niveau des côtes ouest de la Libye. Près d'une centaine de migrants ont été secourus par les gardes-côtes libyens qui les ont conduits à Tripoli. Ces personnes en détresse ont été accueillies dans une base navale par une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations. Ils sont pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali. Depuis vendredi, l'ONG She-Wash a mené 5 opérations de sauvetage en Méditerranée centrale, dont 3 dans la journée de dimanche. Au total, 363 migrants ont été sauvés des eaux. Dimanche soir, l'ONG a aussi repéré une embarcation en bois avec environ 90 personnes à bord. N'y pouvant faire face, elle a demandé l'aide des gardes-côtes italiens. Et puis sport, pour finir, la candidature de Kerfala Persson Camara à la tête de la Fédération guinéenne de football et le retour d'Amadou Diaby font couler salive dans le milieu sportif guinéen. Ce mardi 2 mars 2021, notre rédaction a rencontré quelques acteurs du football guinéen pour en parler. Ibrahim Diallo. Ce lundi 1er mars 2021, KPC a annoncé sa candidature pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. On se demande s'il sera en face de Mamadou Antonio Souaré, actuel président, qui n'a pas encore annoncé sa candidature. Le chef du département communication et médias de la FEGIFOOT donne sa réponse. Pour l'instant, je ne pense pas que quelque chose peut empêcher peut-être le président Antonio Souaré de se présenter à la présidence de la Fédération guinéenne de football, d'autant plus qu'il a fait beaucoup de preuves durant son mandat et ce serait donc une suite logique par rapport à tout ce qui s'est passé, donc de postuler à la présidence. Pour l'instant, il n'a pas dit clairement, mais je pense qu'il va postuler pour briguer un second mandat. C'est dans ce contexte que le retour d'Amadou Diaby, premier vice-président de la FEGIFOOT, continue à diviser les membres de la commission d'éthique de l'instance. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la commission d'éthique, il y a une sorte de contradiction entre le président Amadou Camara et les 7 autres membres de la commission d'éthique.
le président Mantam Kamara a pris un acte pour rétablir Amadou Diaby dans ses fonctions de premier vice-président. Ce n'est pas l'avis de cet autre membre qui estime que la procédure a été biaisée et que Amadou Diaby reste toujours suspendu. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes de Curon voient un duel entre KPC et Antonio Soare. Les camps affûtent leurs armes. Djibril Firawa Touré livre sa lecture de cette situation. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où désormais nous avons deux grosses pointures du football guinéen qui vont s'affronter pour la tête de l'instance dirigeante du football guinéen. KPC et Antonio sont quand même deux messieurs qui sont à la tête de deux clubs, en tout cas, qui ont un passé vraiment élogieux. Une commission chargée d'étudier les dossiers des candidats à la présidence de la FEGIFOOT sera mise en place dans les prochains jours. Le congrès électif est prévu le 30 avril prochain entre KPC et Antonio Soare. Les joutes ont déjà commencé par la voie médiatique. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention et surtout les infos continuent sur la télé du 21e siècle. Au revoir.